Peux-tu nous expliquer d'où vient ta passion pour le hockey? Écoute, depuis que je suis tout jeune, j'habite à Montréal, mon père a grandi dans le monde du hockey, c'est un ancien joueur de hockey également. Il avait eu un contrat professionnel, mais sa carrière ne s'est pas épanouie. Là. Il a décidé de travailler dans le monde du hockey. Dans ce temps-là, le monde du hockey n'était pas un monde avec des contrats garantis. Et puis on avait des billets de saison, le Canadien de Montréal, à l'ancien Forum. Fait que j'habitais à Saint-Henri, on était vraiment proches. Fait que, j'ai grandi dans l'atmosphère du Canadien, d'aller voir les matchs. On a eu la chance de côtoyer Chris Nyland vraiment de près, c'est un ami à mon père. Donc, j'ai été élevé dans la chambre du Canadien, j'ai eu la chance de voir les joueurs à l'œuvre. Après ça, comme joueur de hockey, je me suis développé à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à jouer au hockey d'une base régulière à Montréal. Et puis, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai joué. Tu as parlé de Chris Nyland. Est-ce que c'était ton idole, Chris Nyland, quand tu étais jeune? Chris, c'est un gars qui jouait un style de jeu qui était robuste, qui était connu parce que c'était un bon bagarreur. Mais le monde oublie aussi que c'est un bon joueur de hockey, puis ultimement, c'est un joueur qui était très proche de la communauté. Je me rappelle, je m'étais fait enlever les amygdales à Children's Hospital à Montréal, et puis il était venu me voir à l'hôpital. C'est un gars qui était proche de la communauté, c'est un gars qui était proche des enfants. Donc, oui, c'est un idole pour moi, mais à un jeune âge, tu ne regardes pas vraiment juste le style de jeu, tu regardes plus la personne. J'ai fait des statistiques. Tu as plus de 1000 minutes de pénalité dans la LGMQ en 271 rencontres, plus de 1750 dans la Ligue américaine. Est-ce qu'on peut dire que dans le jargon du hockey, que tu étais un peu un goon quand tu étais un joueur? Ou... Je pense que le terme goon est un petit peu, il est fort un petit peu parce que je me considérais un joueur qui défendait mes coéquipiers, qui était là pour, oui, je me battais, mais je jouais au hockey également. Au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, j'ai participé, j'ai été choisi pour 2 matchs des étoiles, qui était la confrontation Québec-Ontario. La deuxième année, c'est Québec contre la Ligue de l'Ouest. J'étais malheureusement blessé pour cette deuxième classique-là, mais ceci étant dit, je ramassais des points, je jouais sur une base régulière. Puis j'avais ce style-là. Dans mon temps, le hockey était un petit peu plus robuste, les batailles étaient omniprésentes. C'était important pour moi de défendre mes coéquipiers. J'étais un joueur qui avait la parole facile, qui était là pour déranger l'adversaire. Et puis quand tu arrives dans le monde du hockey professionnel, c'est important à un moment donné de trouver une chaise, de savoir un petit peu ce que les organisations recherchent, ce qui manque à l'organisation, puis c'est de t'ajuster en conséquence, de savoir est-ce que tu es prêt à sacrifier un petit peu ton style de jeu pour avoir une chance de jouer. Puis c'est un petit peu ce que j'ai fait là, quand je suis arrivé dans l'organisation des Capitals de Washington. Je me suis découvert un style de jeu, un genre un joueur qui était agressif, qui s'est battu. Je suis un défenseur de nature au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis j'ai fait de la transition à l'avant l'année du lockout en 2004-2005. Puis cette année-là, il y avait beaucoup de bons joueurs. Matthew Lombardi avait été rétrogradé dans la Ligue américaine, Eric Stahl, Patrice Bergeron. Donc pour moi, c'était important de faire ma niche au sein du hockey professionnel. Puis je me suis établi comme un joueur un petit peu, on appelle une peste dans le monde du hockey. En 2005-2006, tu as disputé 2 matchs avec les Capitals de Washington. Est-ce que tu te souviens du sentiment qui t'habitait juste avant de sauter sur la glace, de dire « mon premier match en vient » ? Ouais, écoute, c'est vraiment une belle... tu gardes ça en mémoire, c'est quelque chose que je regardais toute ma vie, surtout la manière que ça s'est fait. J'ai été rappelé, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait bientôt, il m'avait dit de me garder prêt. Le Canadien jouait contre les Capitals le samedi soir. Tu espères tout le temps que ce soit celle-là qui te rappelle. Le lundi après-midi, il tardait de me rejoindre. Je dormais, je me faisais une sieste, puis ils m'ont appelé 3-4 fois, je ne répondais pas à mon cellulaire. Puis c'est un de mes amis, Mike Green, qui joue dans la Ligue nationale, il est venu cogner à la porte. Il dit là, faut que tu répondes. On a été rappelés, puis il te cherche. Tu as jusqu'à 4 heures pour les rappeler, sinon il faut qu'il en rappelle un autre. Donc là, je les ai rappelés, un coup de téléphone qui s'est fait quand même assez rapidement. J'étais très nerveux. Mes parents ils étaient prêts à sauter dans l'avion pour venir me voir. J'avais juste 23 ans dans le temps. C'est que j'avais demandé de rester à la maison. C'était un peu bizarre comme situation. J'avais demandé à mes parents de rester à la maison. Je voulais vraiment me concentrer sur mon match. Ils ont réservé il y avait un sports bar dans notre coin à Châteauguay, la brasserie La Fontaine, où est-ce que tous mes amis et familles s'est réunis. Ça, c'est un regret que j'ai que mes parents n'ont pas été là mon premier match. Mais pour moi, j'étais tellement nerveux, je contrôlais pas mes émotions. Mais c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire. De jouer un match en Ligue nationale. Il y a des matchs hors concours. Là, de jouer un match de saison régulière contre les Panthers de la Floride. Écoute, c'est un moment magique. Là. C'est un beau souvenir, mais un autre beau souvenir, c'est le match extérieur que tu as joué avec les Bears de Hershey. Est-ce que c'est peut-être ça ton plus beau souvenir de joueur ou...
Non, ben, mon plus beau souvenir, c'est vraiment mon match, mon match dans la Ligue nationale. C'est un rêve d'enfance que tu chéris. C'est toujours un but. Tu regardes la qualité des joueurs de hockey dans le monde. D'avoir la chance de faire partie de l'élite, de jouer dans la Ligue nationale, c'est quelque chose de gros. Il y a des joueurs de hockey qui sont super bons, qui n'auront jamais cette chance-là. Donc moi, d'avoir eu la chance de jouer 2 matchs de saison régulière, pour un joueur qui, si je suis un défenseur, j'ai joué en avant, on se fera pas de cachet, j'avais un talent limité. Tout le monde me dit oui, tu étais bon, mais comparativement à certains joueurs qui sont dans la Ligue nationale, je suis un talent limité. C'est que pour moi, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité d'avoir joué dans la Ligue nationale. Tu as pris ta retraite à 30 ans. C'est quand même jeune. Pourquoi? Ben, on en a parlé un petit peu auparavant. De jouer le style de jeu que je jouais, de me battre à tous les soirs. J'étais un gars qui. J'étais pas un goon, je me prenais pas tout le temps contre les heavyweights qui appellent les plus toughs, mais je me présentais presque à chaque soir, puis il y avait quelque chose qui se passait. Puis à un moment donné, sur ton corps, les commotions cérébrales, j'avais une famille, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. À un moment donné, vers la fin de ma carrière, ma dernière bataille, je me suis fait casser le nez, je me suis rendu à l'hôpital, puis j'avais mon petit garçon qui avait 2 ans dans le temps, qui était dans les estrades. Puis ma femme d'aujourd'hui, Amélie, elle m'a dit, ben, t'es pas tanné de faire ce rôle-là, là, t'es un enfant. J'ai décidé de bâtir ma famille, de passer du temps avec mon fils, de voir mon fils, puis surtout de partir ma deuxième carrière qui était ma passion, qui était de coacher. J'avais une école de hockey dans la région de Montréal. J'avais bâti quelque chose de ce côté-là. Je savais que je voulais rester dans le monde du hockey. Je savais que je voulais enseigner, que je voulais coacher. Puis cet été-là, on a vraiment pris la décision en famille. On avait l'opportunité de s'exiler en Europe. Peut-être d'aller jouer dans la division de l'Ouest, parce qu'en étant une Perse, j'ai passé 9 ans de ma carrière dans la Ligue américaine à jouer dans la division de l'Est. Les arbitres, les joueurs me connaissaient un petit peu plus. C'est qu'il a fallu que je m'exile, puis c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas une option. Ma vie de famille, mon fils, c'est important que je le voie. Donc, tout ça mis ensemble, j'appelle ça en anglais un melting pot. On a mis toutes nos idées ensemble, puis j'ai décidé vraiment d'entamer ma deuxième carrière à un jeune âge. Tu as été 6 ans comme adjoint, 5 ans avec les Voltigeurs, une année avec les Foreurs de Val-d'Or. Comment s'est passée la transition d'adjoint à entraîneur-chef, mais qui prend toutes les décisions finales? Il y a une chose, j'ai eu, quand j'ai pris ma retraite, j'étais coach GM avec les Braves de Valleyfield au niveau du Junior 3 pendant un 3 mois. Après ça, j'ai décidé de m'en aller comme adjoint. Puis pour moi, c'était important de m'entourer de personnes de qualité. Quand Mario Duhamel m'a approché avec Dominique Ricard pour m'offrir le poste d'entraîneur adjoint à Drummondville, je savais que j'étais à la bonne école. Je savais que je m'en allais là pour apprendre. Je suis un gars qui a une opinion quand même assez forte, mais ultimement, j'avais du monde alentour de moi qui était très fort, très passionné, qui était surtout très compétent. C'est que, j'ai appris à vraiment comprendre c'était quoi le rôle d'un adjoint. Je me suis développé à travers ça. J'ai eu la chance de travailler avec Martin Raymond pendant plusieurs saisons également, qui arrivait de la Ligue nationale, qui arrivait avec Guy Boucher, qui arrivait avec un autre bagage, une autre personnalité. C'est que je me suis vraiment découvert un style à travers ça, savoir comment, la recette qui fonctionne avec 2 entraîneurs de grande qualité. Malheureusement, moi et Martin, on s'est fait congédier en 2015 avec les Voltigeurs. Ce qui a été le fun pour moi, c'est de me retrouver du boulot quand même assez rapidement. Là, ça a pris 3 jours avec les Foreurs de Val-d'Or. Puis Mario Durocher, qui était une autre approche complètement que ces deux entraîneurs-là, mais c'est un gars qui a gagné. C'est un gars qui a eu du succès au niveau de la Ligue de hockey junior major du Québec. Il sait gagner, il sait comment dealer avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc j'ai vu une 3e approche d'un autre grand coach. Puis tout ça mis ensemble m'a préparé je me suis piché dans le vide à un moment donné. C'est un peu de l'essai-erreur. C'est sûr que je vais faire des bons coups, c'est sûr que je vais faire des mauvais coups. Mais comme que jamais joueur, c'est important d'apprendre. Qu'est-ce que tu fais de bien, tu veux le garder. Ce que tu fais de mal. On a fait des choses de mal l'an passé. Cette année, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Puis c'est sûr que dans 10 ans, je vais encore faire des erreurs. Puis c'est comme ça qu'on devient un meilleur entraîneur. C'est de bien s'entourer, puis surtout d'apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce qui est plus difficile, la critique en tant que joueur ou la critique en tant qu'entraîneur? La critique, c'est vraiment personnel. Tu en fais ce que tu veux de la critique. Si tu veux te mettre ça comme pression, c'est sûr que tu peux avoir des nuits qui sont très courtes. C'est sûr que comme entraîneur, tu as un impact sur 24 jeunes joueurs, tu as un impact sur des familles, tes entraîneurs adjoints. C'est que tu contrôles un peu plus la barque. C'est que c'est important d'être fier de ce que tu fais. Puis
il va toujours avoir du monde qui vont être un peu mécontents, qui vont te challenger, qui vont second-guesser ce que tu fais. Puis ça c'est la nature du sport. Puis c'est le monde, les gens dans le monde du hockey, c'est des gens passionnés. C'est normal que ça arrive, mais c'est juste de rester toi-même comme entraîneur. Comme joueur de hockey, la critique, mais j'étais probablement, on parlait de ça avec Mathieu Lombardi et Carl Mallette, un des joueurs les plus haïs dans mon temps à cause du style de jeu que je jouais, mais j'étais un gars qui était très aimé par mes partisans à domicile. Donc, j'aime la pression, j'aime ça, avoir un peu le centre de l'attention, mais je m'en fais pas outre mesure parce que pour moi, je sais que ce que je fais, je le fais dans le bien de l'organisation. Quelle partie la plus grisante de ton métier? C'est les heures, on est des passionnés, mais ce que je trouve le plus difficile, c'est que c'est la famille qui en souffre le plus. Ma conjointe, je suis vraiment chanceux. Je me suis marié l'été passé, j'ai une femme qui est extraordinaire. Elle a été prête à déménager de Drummondville à l'intérieur de 2 mois à la Val-d'Or. On a déménagé à Val-d'Or dans une nouvelle maison. 3 semaines plus tard, on est engagé ici à Victoriaville, a déménagé à Victoriaville. Souvent, le monde pense qu'on fait le plus beau métier du monde, on fait juste coacher, on rouvre la porte. Mais c'est loin de là. On fait beaucoup d'heures, puis c'est nos enfants qui en souffrent, c'est notre conjointe qui en souffre. La chose la plus difficile, c'est de trouver un petit peu le juste milieu, à savoir, OK, je suis à la maison, je suis à la maison. Je suis au hockey, je suis au hockey. Puis ça, si tu n'es pas entouré de personnes de qualité, des personnes qui t'aiment, tu vas toujours avoir un peu plus de difficultés. Il y a certains joueurs qui n'ont peut-être pas eu le succès qu'on pensait l'année passée. Est-ce qu'un entraîneur le prend personnel dans ces moments-là? Non, il faut pas. Non, il faut pas. C'est sûr qu'on cherche des solutions. On est toujours en mode solution. Mais tu sais, les gens souvent s'attardent aux attentes plus à cause du nombre de points. Oui, il y a des points, mais tu sais, il y a l'être humain, il y a comment tu sais, nous, comme coach, des fois, on regarde, un gars peut avoir un bon match avec 2 buts, une passe, mais on trouve qu'il a vraiment pas bien joué, nous, derrière le banc. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, l'évaluation d'un joueur, puis je sais que les gens focusent beaucoup sur le nombre de points. Mais tu sais, je regarde un gars comme Maxime Comtois qui a été repêché en 2e ronde, sa game, elle a tellement évolué, que ce soit sur une game de 200 pieds qu'on appelle. Tu sais, Maxime ne sera pas un gars qui va faire 125 points dans la nationale, mais je peux vous garantir une chose, il va jouer de façon complète, il va bloquer des shots, il va jouer des avantages numériques, il va jouer un avantage numérique. Ceci étant dit, comme joueur de 17 ans, il a vécu beaucoup d'adversité, puis je pense qu'il a beaucoup maturé à travers de l'adversité. Je pense que c'est des fois quand tu as un genou à terre, quand tu penses pas plaire à quelqu'un à cause du nombre de points, mais tu réalises que, OK, il y a quelque chose d'autre qui va bien dans ma game. Tout le monde a grandi dedans. Moi, comme entraîneur, c'est la première fois que je dealais avec ça, l'impact direct d'un joueur avec ses points, mais surtout le joueur aussi de réaliser que ma game est bonne malgré le nombre de points. Je pense que tout le monde qui a joué ici l'an passé, je pense qu'il a grandi. Chaque entraîneur a des attentes différentes envers des joueurs. Chaque entraîneur coach de manière différente. Puis moi, je peux vous dire une chose, si tu regardes un gars comme Pascal Laberge, Maxime Comtois, Chase Harwell, tous les joueurs qui sont de retour cette année, ils ont faim, ils ont le couteau entre les dents, puis surtout sont heureux sur la patinoire. Est-ce que la pression sera plus forte sur toi, étant donné que tu n'es plus un entraîneur recru cette année? On a parlé auparavant, la pression, à un moment donné, je vais juste fermer mon téléphone puis je ne lirai pas les médias sociaux. La pression pour moi, c'est qu'on devienne meilleur à chaque jour. C'est vraiment de gagner à chaque jour. Quand on parle de gagner, c'est qu'on était meilleur que la veille. Merci. Merci à toi.